Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission des équipes de Tailgate sur le football américain, la NFL. Et oui, la saison a donné son verdict. La pauvre équipe de Philadelphie, les Eagles, ont gagné contre les Chiefs, mais ce n'était pas l'info la plus déprimante de toute la semaine. Vous le savez bien, c'est Eli Manning qui n'a pas été élu au premier tour du Hall of Fame. Et ça, je trouve que c'est une honte. Et ce qui est encore plus une honte, et je n'en ai pas, c'est la tête de mes camarades à cette info. Je commence par notre expert numéro 1, spécialiste en stats, numéro 1 sur les stats et les réceptions. J'ai nommé Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Tout d'abord, la rédaction de The Playoff tient à s'excuser pour ce Tunnel Giants qui ouvre votre podcast hebdomadaire tant attendu. On se dégage de toute responsabilité. Vous avez peut-être entendu notre troisième camarade qu'on va vous présenter tout à l'heure se frapper le front de désespoir. À ce moment-là, on a entendu un clac dans son micro. Peut-être l'entendrez-vous à l'écoute. Allez, plus sérieusement, on va débriefer ce match, ce Super Bowl qui a opposé les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie. Et un match qui m'a, à titre personnel, surpris dans son déroulement, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on va en parler tout de suite. Et donc, c'est notre soupape de sécurité. C'est le football notre tie-end. Notre tie-end à nous. Il est aussi fort en bloc. Il a bloqué certains. On ne citera personne. Et que pour prendre des réceptions, faire des catchs et aller courir dans l'embut du haut de son presque 2 mètres. Vince, salut Vince, comment ça va? Salut à tous, salut à toutes. Ça va. Qu'est-ce que tu veux que je dise après une telle présentation? Alors déjà, effectivement, je rejoins Seb. Les équipes de The Playoff se dédouanent complètement de ce tunnel Giant. On avait dit qu'on ne parlerait plus des Giants après la saison régulière et que c'était un bienfait. T'arrives à en parler après une finale comme hier, c'est incroyable. Tout revient aux Giants pour toi. Il faut savoir s'en échapper. Quoi qu'il arrive, on va pouvoir parler de ce match qui s'est déroulé dans la nuit et qui a été pas du tout à l'attendu pour ma part. Comme l'a dit Seb, un peu surpris, mais on va avoir tout le temps pour débriefer. On va en parler tout de suite, mais juste une dernière chose quand même, messieurs, sachez que le grand boss, Charles, est fan des Giants aussi. Il m'a demandé d'en parler, bien entendu, et vous passerez chercher votre chèque à la compta. Allez, c'est moche de mettre ça sur le dos du patron. Oh là là, c'est bien moche de faire ça. Oui, mais je suis soutenu aussi également par Bertrand, qui est grand et costaud, et je me cacherai derrière lui. Allez, on va tout de suite parler du Super Bowl. 40 pour les Eagles, 22 pour les Chiefs. Alors, le score ne reflète pas la physionomie du match. Mais avant toute chose, est-ce que pour vous, c'était un grand millésime, ce Super Bowl? Alors, tout dépend de ce que l'on met derrière cette expression. Si un grand millésime, c'est un match accroché qui t'amène au bout du suspense et aux limites de la prolongation, non, bien sûr. Parce que très rapidement, il n'y a plus aucun doute sur qui allait remporter ce match. Je pense qu'on peut décemment dire qu'à la mi-temps, c'était plié ou presque. On va revenir sur le déroulé plus tard. Ouais. Néanmoins, moi, je ne vouerai pas ce match aux gémonies, dans le sens où, déjà, à titre personnel, j'ai passé plutôt un bon moment à le regarder, et pas un bon moment parce qu'une équipe a dépouillé l'autre, ça n'a absolument rien à voir, mais notamment chez les vainqueurs, on a vu un très beau jeu des deux côtés du ballon, aussi bien en attaque qu'en défense, et puis, en ce qui me concerne, une fois de plus, un résultat qui déjouait quand même les pronostics. Okay. Toi, Vince? C'est pas forcément un grand millésime parce que il y a eu pour moi une équipe ultra dominante. Par contre, c'est un Super Bowl qui est fort à date et qui restera parce que dans le déroulé, dans l'attente, dans ce qu'on espérait de ce match et ce que l'on a vu, c'est deux choses radicalement différentes.
Je pense que je me souviendrai longtemps de celui-là comme étant le Super Bowl qui était un Super Bowl où il y avait une possibilité d'écrire l'histoire, hein, en mettant trois victoires d'affilée. Et puis derrière, au final, les Eagles qui ont réussi à l'emporter et à créer une superbe prestation. Donc, c'est un beau Super Bowl. Je dirais pas que c'est un très grand millésime pour autant. Ok, super. Vous les gars, on va commencer tout de suite à rentrer dans le match. Toi, Seb, on sait que tu es féru de stats. C'est quoi les stats qui te sautent aux yeux sur ce match? Alors, 2 chiffres, messieurs. Là, 40 et 22. 40 et 22. Déjà, pour commencer. Alors, c'est des nombres, c'est pas des chiffres, c'est des nombres. Alors, je vais tout te donner, des nombres et des chiffres. La défense de Philadelphie, elle a réalisé un taux de pression sur Patrick Mahomes de 38,1%. Ça veut dire que quasiment 40% des fois où Mahomes a lancé, il a été mis sous pression. C'est déjà considérable. Ils ont obtenu 6 sacs. Ils n'ont pas lancé un seul blitz pour obtenir ça. Ça a été de la pression à 4 systématique, et ça, j'appelle ça un exploit. Il faut s'entendre. Je vais peut-être revenir pour certains de nos auditeurs sur ce qu'on entend sur ce qu'est un blitz. Un blitz, c'est pas quand un défenseur dépasse un lineman. Un blitz, c'est quand la défense envoie un ou plusieurs défenseurs en plus pour créer un surnombre sur la ligne défensive et évidemment aider le pass rush dans l'espoir d'atteindre le quarterback. Et là, cette défense, elle a récolté 6 sacs en lançant absolument 0 blitz de toute la soirée. Je trouve ça extraordinaire. Alors en fait, oui, effectivement, comme tu le dis, le blitz, ça permet de mettre de la pression sur le QB, mais par contre, si le QB l'identifie bien, ça dénude ton champ arrière, et donc ça permet normalement au quarterback de pouvoir envoyer des passes un peu plus faciles, un petit peu plus facilement attrapable, on va dire, pour les receveurs, et surtout beaucoup moins. Il n'y a pas besoin d'une précision folle, puisque normalement on envoie dans une zone qui est relativement dégarnie. On identifie d'où vient le blitz et on sait que c'est de cette zone-là que normalement il doit y avoir un trou. Donc normalement l'attaque doit le lire. Là, effectivement, le fait qu'ils arrivent à mettre une pression sur Patrick Mahomes, mais qu'en plus de ça, ils ne dégarnissent pas le champ arrière, ça crée un problème monstre pour les Chiefs. Et ça entraîne ce que l'on a vu. Effectivement, cette pression à 4, avec moi j'en ai noté un, je vais être obligé de le citer, mais Sweet a été monstrueux dans le pass rush. Il a martyrisé ses défenses, la O-line adverse, que ce soit Travis Kelce ou même les tackles. Ça a été quelque chose d'incroyable. On en a parlé durant le live. Les 3 premières tactiques de pass rush sur les 3 premiers third down des Chiefs ont été exactement la même chose. Les 2 D-end qui courent sur les extérieurs, qui entourent Patrick Mahomes, et les 2 nose tackles qui visent l'épaule intérieure du garde, qui crée une instabilité au niveau du centre, et ça forme forcément une poche qui s'effondre sur elle-même, et Mahomes complètement en difficulté. Vous avez parlé de la défense des Eagles, mais c'est peut-être le moment de parler aussi de la O-line des Chiefs qui a été vaincu et ils ont perdu le duel. Le duel a été clairement perdu. Désolé Seb, je te coupe un peu l'herbe sur le pied, mais à partir du moment où tu n'envoies pas de blitz et que tu sais que tu es à minimum 5 sur la ligne en comptant donc le centre, 2 gardes, 2 tackles, plus la plupart du temps un tie-end à minima. Ça va. Hein, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Un ailier rapproché, Vince. Un ailier rapproché. Un ailier rapproché, voilà. mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont été battus alors qu'ils étaient en surnombre. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Hier, ils n'étaient pas dans leur match.
on va certainement revenir sur son cas précisément un peu plus tard, mais Travis Kelce est passé complètement au travers. Il s'est fait retourner sur 2 fois d'affilée par Sweat, justement, qui l'a mis sur les fesses. Ça a été une débandade complète. Et Dieu sait que tu t'y connais en débandade. Mais c'est gratuit. Seb, est-ce que tu as d'autres stats, toi, que tu voulais, qui t'ont sauté aux yeux pendant le match ou quand tu as repensé à ce match et que tu as préparé l'émission? Alors, pas tant en stats, mais pour rebondir un petit peu sur ce que disait Vincent, on a peut-être sous-estimé les soucis de ligne offensive de Kansas City cette saison. On a dit qu'on avait trouvé que Mahomes se retrouvait souvent sous pression cette année en regardant les matchs. Et force est de constater que les soucis ont été sous-estimés, notamment au poste de left tackle, où on a tenté un mix entre des jeunes pousses et des vétérans. Vraisemblablement, ça n'a pas pris. Il va peut-être falloir se poser certaines questions dans je sais pas, dans le management de l'équipe ou de la masse salariale, parce qu'il y a quand même quelques joueurs, alors certes très efficaces, hein, mais qui prennent de la place dans le budget. Hein, Chris Jones, qui avait été re-signé la saison dernière, et d'autres. Est-ce qu'il va pas falloir investir dans cette ligne offensive, puisque force est de constater que cette fois-ci, Patrick Mahomes n'a pas pu enfiler son costume de Superman pour sauver la situation. Je pense même, on va être très honnête, je pense qu'il ne l'avait pas emmené. Le costume, il était resté à Kansas City, il a fait les valises la semaine dernière, il a vu que c'était bien plein, il y avait le costume de Superman dans la penderie, il a dit non, c'est bon, je le prends pas, c'est pas la peine. Et mine de rien, il a quand même un petit peu manqué. Il finit avec notre ami Patrick Mahomes avec un 21 sur 32, 257 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. Alors, ça semble pas si honteux que ça quand même comme ligne de snap, mais il faut pas oublier que sur ces 257 yards, il y en a beaucoup qui sont venus dans le garbage time et 2 des touchdowns sur 3. Ils ont lieu là aussi dans le garbage time quand la partie est jouée depuis longtemps. Hein. Ça explique les 22 points au final. Même les 3, hein, parce qu'il y a quand même 34-0 à 5 minutes de la fin du troisième quart, c'est déjà plié, quoi. Et puis, du côté de Kansas City, un jeu au sol, mais aux abonnés absents. 3 courses tentées en première mi-temps. Et qui finit meilleur coureur des Chiefs? C'est Patrick Mahomes avec 25 yards en 4 courses. C'est complètement hallucinant de voir cela à ce niveau. En termes de réception, on a parlé de Travis Kelce qui finit avec un très maigre 4 réceptions, 39 yards. D'ailleurs, je vais amener un point là-dessus. Xavier Worthy qui fait une belle ligne de stats à 8 réceptions, 157 yards, 2 touchdowns, mais là aussi, la majorité dans le garbage time. Et on parlait des conversions de third down, en particulier en première mi-temps pour Kansas City. Lors de cette première conversion de third down, là on a vu cette fameuse pression ce stunt qu'ils ont répété pendant quasiment tout le match. Qu'est-ce qui se passe aussi sur cette conversion? Qui est-ce qui marque Travis Kelce? C'est Cooper DeJean. Et pourquoi? Parce que c'est un des joueurs les plus athlétiques du backfield, que sur les troisième downs, le go-to guy, c'est Travis Kelce. C'est lui qu'on va chercher. Et donc, en fait, il coupe cette option d'entrée de jeu à Patrick Mahomes, qui s'est retrouvé un petit peu perdu, et d'autant que son habileté à lire une défense avant le snap semblait être également aux abonnés absents, notamment parce que Philadelphie a fait beaucoup de changements dans sa couverture en cours de match. Hein. Ils sont passés régulièrement de cover 2 à cover 1, etc. Et tout ça te disrupte une machine plutôt bien huilée habituellement, mais qui avait l'habitude de se reposer sur sa défense. Et là aussi, une défense qui a eu beaucoup de mal hier soir. Alors, juste le fait de ne pas blitzer, ça implique aussi une lecture complètement différente de la défense. On arrive beaucoup moins à lire la défense quand on ne blitz pas. Il faut regarder hier sur les motions, par exemple, les motions envoyées par les Chiefs, la défense, elle ne bouge pas. La défense ne bouge pas. Comme il n'y a pas de motion, il n'y a pas d'adaptation. On ne s'adapte pas. En fait, on couvre notre terrain, on est bon.
Et donc, en fait, le quarterback n'arrive pas à lire la défense. Ils ont très, très peu défendu en man-to-man. Comme tu l'as dit, ça a été beaucoup de la cover 1 et de la cover 2. Donc, ça a été un peu difficile à lire pour Patrick Mahomes. Et puis derrière, il faut quand même dire aussi ce qui est. Il avait des troisièmes tentatives vraiment pas faciles à jouer, avec une pression qui arrive fort sur lui. Donc, ça vient aussi du fait que le jeu de course n'a pas pu être établi. Mais oui, mais alors le jeu de course n'a pas pu être établi. À cause de quoi, d'ailleurs? À cause de quoi? Moi, c'est là où il va falloir qu'on ouvre le débat sur l'appel de jeu des Chiefs. J'en ai parlé hier pendant le live. Pour moi, l'appel de jeu a été catastrophique. Je crois que sur toute la première mi-temps, il n'y a qu'une seule course au sol. Qu'une seule jeu de course. De mémoire, je crois qu'il y a 3 courses en première mi-temps. Tu comptes 2 de Patrick Mahomes, je crois. Ah oui, tout à fait. Il y a 3. Donc, il n'y a qu'une course de Kareem Hunt. Voilà, il y a une course de Kareem Hunt, en effet, et les 2 autres qui sont des tentatives de sauvetage de Patrick Mahomes. Et là, ça. En effet, c'est problématique. Alors, est-ce que c'est parce que les Chiefs ont appuyé sur le bouton panique trop tôt, et parce qu'ils se sont retrouvés en fait assez tôt obligés de courir après le score? Mais si on regarde le déroulement du match, à la mi-temps, l'addition est lourde, hein. Il y a quand même un 24-0, mais très vite ils sont menés 10-0. Est-ce qu'ils appuient pas sur le bouton panique un peu trop tôt? Il y avait quand même un certain manque de sérénité, hein. Alors moi j'ai une question qui va peut-être faire grincer des dents du côté du Missouri. Est-ce que Nick Sirianni a out-coaché Andy Reid? Oui. Oui, complètement. Je dirais, il y a Fangio qui a out-coaché Andy Reid, hein. Là, je n'enlève aucun mérite à Sirianni, mais c'est Vic Fangio qui out-coach. Fangio, il était 0-8 face à Mahomes. Pour moi, c'est les 3. Pour moi, c'est les 3. La défense des Eagles a été monstrueuse, mais l'attaque, ils ont su quand même très bien exploiter aussi ces choses. Je sais qu'on reviendra sur l'attaque un peu plus tard, mais concentrons-nous pour la défense pour le moment. Mais les 3 ont été supérieurs dans tous les domaines. On attendait et on disait que justement Andy Reid avait les clés pour l'emporter, pour gagner, parce qu'il savait faire et il connaissait son équipe mieux que personne. Ok. Sauf que hier, le plan de jeu, pour moi, qui a été la base de tout, ça a été no blitz. Pas de blitz, pas de lecture de jeu. Ils vont être perdus. Mais ils ont été perdus. Est-ce que pour vous, cette décision, ça vient du personnel? C'est-à-dire que les joueurs pour blitzer, ils les ont. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un choix de coaching en disant on peut laisser nos joueurs comme ça, en disant no blitz. C'est un choix fort, ou est-ce que c'est une adaptation à l'adversaire en disant ouais, on va essayer sans blitz. Et pour moi, Seb, je réponds 2 secondes, après je te laisse répondre, mais pour moi, c'était justement un choix, et l'adaptation, ça aurait été ça ne marche pas, alors on va blitzer. Je suis complètement d'accord, et surtout, non seulement c'est un choix, mais c'est l'aboutissement des choix de recrutement et d'ajustement qu'a fait Philadelphie au début de ces saisons. Parce que, souvenez-vous, la saison dernière, quand leur saison s'effondre, à peu près à mi-parcours, elle s'effondre à la 8e journée, parce qu'ils sont à 8-0 et après, il n'y a plus d'essence dans le moteur. Et pourquoi? Parce que San Francisco leur botte les fesses, et souvenez-vous, ce jour-là, il y a Nick Bosa qui dit « On vient de donner le blueprint, le modèle à toute la ligue pour les battre. » Et le modèle, c'était quoi? C'était d'attaquer leur ligne défensive au milieu, et également le corps de linebacker, parce que c'était une très très grosse faiblesse. Et là, cette saison, de ce côté-là, ils se sont renforcés, et ce que l'on a vu hier soir, c'était le couronnement de ce choix de recrutement et de ce choix tactique. On ne pouvait plus les battre de cette façon, et même ils ont gagné de cette façon, entre autres. Okay. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis encore une fois, ce choix-là, il est quand même très courageux, hein, de dire attention, j'envoie 0 blitz. On se dit voilà, les Chiefs vont s'adapter.
c'est quand même les rois de l'ajustement. On en parle régulièrement de Spaniolo, donc c'est plutôt côté défensif, mais d'Andy Reid qui sait quand même gérer une attaque, on le sait. Hier, absolument aucune réponse à ça. Il savait plus. Il savait plus. Alors, est-ce que c'est lui qui savait plus? Est-ce que Mahomes n'a pas réussi à lire la défense? Est-ce que les blocs n'ont pas réussi à lire la défense? Les receveurs n'ont pas réussi à le faire non plus? En fait, à partir du moment où la défense elle est immobile en face de toi, tu ne sais pas avant le jeu comment ça va se passer. Je vais prendre l'exemple inverse, mais sur le premier touchdown des... Non, c'est pas le premier touchdown, c'est oui, c'est le premier touchdown des Eagles. Il se fait plaquer juste avant la ligne, mais juste avant, on voit un replay et Mahomes lui fait signe juste après la motion, il fait signe à son receveur, il lui fait signe du pistolet, genre va au fond, j'ai lu la défense, je sais ce qu'il faut que tu fasses, va au fond. Il lui envoie la balle au fond et ça fait presque touchdown, il se fait plaquer 1 yard, mais c'est ce mouvement de défense qui a permis de lire ça et qui a permis cette passe. Ok. Depuis le début du pod, on met en avant la défense des Eagles. Pour vous, c'est eux c'est le corps de défense qui gagne le match? Ou est-ce que malgré tout, l'attaque, il y a quand même des choses à dire parce qu'il marque 40 points quand même? Oui, non, ça a été un match plein des deux côtés. Oui, mais vous mettez en avant, les gars, vous avez fait le choix de mettre en avant les stats. On a dit qu'on parlait de la défense, on part de la défense aussi. Je suis désolé, nous, on est un sujet, on va pas parler sur l'élection ou pas au Hall of Fame ce week-end parce que nous sommes des parce que c'est une honte, d'accord, c'est une honte. D'accord. Et j'ai même fait un live avec l'homme de la mauvaise foi, Wake, donc qui m'a sorti de ma torpeur. J'allais m'endormir justement pour prendre un peu de repos, mais non, il m'a sorti. Donc, pour en revenir à l'attaque, elle aussi, elle a fait un match plein. Elle aussi, elle avait un plan de jeu. Le plan de jeu, c'était du jeu au sol pour user cette défense. Alors, on peut gloser là-dessus parce que effectivement, Saquon Barkley, il finit avec une ligne de stats modeste, 57 yards en 25 courses, sauf que sur ces 25 courses, il a fait le sale boulot en usant une défense de Kansas City moins bien fournie en personnel que celle de Philadelphie. Il faut noter au passage quand même que Saquon Barkley, il a gagné au total sur la saison playoff inclus 2504 total yards avec ses courses et ses réceptions. Et c'est un record NFL. Ce qui a fait la différence aussi, ça a été le temps de possession. 36 minutes 58 pour Philadelphie, 23 minutes 02 pour Kansas City. La différence est considérable. On a même été à un moment sachant qu'il doit avoir 10 minutes dans le dernier quart-temps. Oui, tout à fait. On a été à un moment du match même où les Eagles avaient quasiment le double de temps de possession que Kansas City, qui ne faisait quasiment que punter. Non, l'attaque, elle a fait plus que son travail. Les receveurs d'Avonta Smith, 4 réceptions, 69 yards, un touchdown. AJ Brown, 3 réceptions, 43 yards, un touchdown. Et puis on a Jan Dodson en début de match qui s'est mis en valeur avec 2 réceptions et 42 yards. Lui qui est plutôt un troisième couteau de cette attaque. Non, de ce côté-là, ça a été le match plein et on reviendra sur le MVP un petit peu plus tard. Ouais, totalement. Après, effectivement, Yaya, on parle de la défense parce que même si l'attaque a été prolifique, a permis de prendre le devant et d'asseoir la domination, elle est venue pour moi avant tout de la défense parce qu'on n'attendait clairement pas les Chiefs à 0 point, alors qu'il restait encore moins d'une minute dans le troisième quart-temps. C'est ça qui a vraiment marqué pour moi. C'est que la défense a été monumentale, impériale. Elle a marqué au fer rouge tout le monde et surtout, elle ne s'est pas fatiguée. Elle a permis à cette attaque des Eagles d'être sur le terrain, de gérer l'attaque. Jalen Hurts était comme un poisson dans l'eau, tranquille, assis, derrière sa poche. Il s'est rarement fait toucher, rarement fait impacter. Et je crois qu'il se fait saquer deux fois dans le match. Je crois, oui. Ouais. Donc, il a eu tout le temps pour lui, pour gérer ça comme il le fallait.
et aller à dame quand il le fallait aussi. Donc, sa défense-là, et en plus de ça, donc Jalen Hurts a usé, à contrario, la défense des Chiefs. On le répétera jamais assez. Une défense se fatigue beaucoup plus qu'une attaque, puisqu'une défense est en réaction, une attaque est en action. Une attaque sait ce qu'elle fait, une défense doit essayer de deviner tout ce que peut faire une attaque, et donc ça fatigue énormément. La différence est là. Le temps de possession parle de lui-même. Patrick Mahomes, à l'issue du premier quart-temps, est à 10,2 de rating. Bon, est-ce qu'on peut en dire autre chose que ça? Il fait un first down après un quart-temps et demi. Alors, il fait un premier first down sur son premier drive, après il n'en fait plus pendant un quart-temps et demi. Il y a 3 3 and out d'affilée, avec une gestion du chronomètre parfaite. C'est une gestion de match superbe. Ok. Toi, Vince, sur ce match, est-ce que tu as un point technique à ressortir? Un point clé qui a fait basculer le match? Alors, on en a déjà longuement parlé. On a parlé de la technique du non-blitz qui a été monstrueux, mais je vais aussi relever un point technique de l'offense de la part des Eagles, où on a trouvé Dallas Goedert de manière assez sereine en début de match, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé assez facilement au tout début de match. Après, on n'a plus besoin de lui parce que Saquon Barkley pionnait à l'intérieur. Dallas Goedert arrivait à trouver les petites soupapes de sécurité, comme je le dis tout le temps, et comme vous aimez bien vous moquer. Et derrière, ça a ouvert le jeu à l'extérieur. Ça a ouvert le jeu sur la profondeur. On a vu Devonta Smith qui faisait 4 réceptions pour 5 targets. Saquon Barkley, 6 réceptions pour 7 targets. On n'en a pas beaucoup parlé de Saquon Barkley à la course, mais à la réception, il a été très bon également. De manière générale, tous les receveurs, A.J. Brown fait 3 réceptions pour 5 targets, mais alors c'est des réceptions vraiment pas évidentes. Donc franchement, techniquement, le plan de jeu était en place, ils l'ont respecté scrupuleusement, et ce qui m'a vraiment surpris, et on en a déjà parlé, c'était la non-réponse des Chiefs, complètement amorphe à ça. Ok, toi, Seb, est-ce qu'il y a un point sur le match pour éclairer nos auditeurs que... J'ai pas grand chose à ajouter. Alors, ça serait peut-être plutôt du côté de Kansas City. Ça a été le non-match de Travis Kelce. C'est lui qui aurait dû être l'homme des third down, hein, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt lors de ce podcast. C'est lui qui aurait dû être celui qui pouvait apporter la solution pour débloquer cette attaque, et il n'en a absolument pas été le cas. Je rappelle, hein, je crois que c'est 3 réceptions pour 39 yards, si ma mémoire... 4 réceptions, pardon. Dont 3 dans le 4e quart-temps. Voilà, pour 39 yards pour lui. Et également, enfin, un Mahomes qui a semblé perdu, en fait, il n'a semblé à l'aise qu'à 3 reprises dans le match. Mahomes, il ne s'est ressemblé à lui-même qu'à 3 reprises. Sa première complétion sur Juju Smith-Schuster, sa longue passe sur Xavier Worthy qui amènera le premier touchdown de Kansas City, et la shovel pass, justement, cette passe à l'appel sur Travis Kelce. Le reste du temps, j'ai l'impression qu'il a été complètement perdu sur le terrain, et même pire que ça, on s'est retrouvé devant des Chiefs devant une équipe qui ne savait pas ou qui ne savait plus qui elle était. Alors que on a beaucoup insisté justement sur leur personnalité, sur le fait que c'était leur défense qui permettait à l'attaque de conclure les matchs très serrés qu'ils ont eu à affronter. On n'a pas retrouvé ça hier soir. On s'est retrouvé face à une équipe qui était presque anonyme. Ouais, il faut effectivement, il faut parler de cette attaque des Eagles. On en a parlé avec Saquon Barkley qui fait le travail de l'ombre, Seb l'a bien dit. Et en plus de ça, c'est peut-être anodin, mais à force de retaper dans ces obstacles et dans ces linebackers, il arrive à blesser. Alors, c'est pas un souhait, hein, mais il arrive à faire sortir de son match, en tout cas, Chris Jones, qui est normalement la clé de voûte de cette défense des Chiefs. Mais il faut quand même noter aussi
le non-match, clairement, de Travis Kelce. On la voit dès sa première réception qu'il ne complète pas. La balle est dans les mains, il ne la complète pas. Il tombe au sol, il se relève, il met un grand coup d'épaule à son défenseur. Bon, je me souviens qu'en live avec Seb, on a fait « Oula !» Ça sent pas bon pour lui. Il s'éparpille déjà. C'est pas terrible pour l'image qu'il renvoie. À ce moment-là du match, les Chiefs ne sont déjà pas en très grande forme. Ils n'arrivent pas à avancer. On attend un peu mieux d'un leader, je pense. Il va falloir chercher des explications à ça. Est-ce que c'était son dernier match ? Certains en parlent. Est-ce qu'il avait une pression largement supplémentaire de par la présence de Donald Trump dans les tribunes avec sa petite amie Taylor Swift qui est farouchement opposée et qui s'est fait conspuer dans les tribunes à chaque fois qu'elle apparaissait? Est-ce qu'il y avait cette pression aussi supplémentaire, parce que tout le monde en parle, il faut en parler aussi, ça peut avoir joué pour avoir un impact. Est-ce qu'il s'est mis la pression? Est-ce qu'il s'est vu trop vite gagnant et donc il s'est dit c'est bon, je la demande en mariage après la victoire? Et bon, je sais que ça vous fait rire, mais tu fais la cagole. Excuse-moi, mais on sait que t'es du Sud, mais c'est de la cagolerie. Non, je dis ça pourquoi? Parce que je cherche une explication à sa sortie, au fait qu'il ne soit pas dans ce match et qu'il n'ait pas été concentré du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Ça ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble clairement pas. Mais je pense qu'ils se sont vus trop beaux. Je suis persuadé qu'il s'est dit, ça sera le moment. Et avec tout ce qui s'est passé dans son couple ces derniers mois hyper médiatiques, eh ben, je suis désolé, je pense que ça a eu un gros impact. Alors, moi, là-dessus, tu vois, moi, je pense que Travis Kelce, clairement, depuis ça fait 2 saisons qu'il décline. Il est ressorti de sa boîte l'an passé en play-off. Même si statistiquement, il fait le job, dans l'influence, ça baisse par rapport au Kelce du premier titre, tu vois. Donc, le côté distraction à côté, oui, ok, mais je pense que maintenant, les équipes savent le jouer. Vous l'avez évoqué, Cooper de Jean ou Cooper de Jean, qui est pas mal. Ouais, Cooper de Jean, pas Jean, notre copain, commentateur, mais ils ont peut-être trouvé la solution, tu vois, à limiter l'influence. Et puis, là, j'arrive. Ah oui, ça c'est une évidence. Ça arrive à tout le monde, mais moi, là-dessus, c'est plus comme ça que je le vois. Et on en a parlé pendant toute la saison. Donc, est-ce que c'est un élément extérieur? Je ne sais pas. Mais le fait qu'il y ait ça... Non, mais après, attention, je ne lui cherche pas d'excuses. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Non, mais moi je te dis comment moi je le vois. Tu vois, il n'y a peut-être pas d'excuses. Tu sais, il y a des matchs où t'es pas bon. Et puis... Non, un Tayen ne peut pas être bon. C'est pas possible. Oui, c'est vrai. Est-ce que pour vous, il y a eu un tournant dans le match, notamment le pick six de Cooper de Jean, notamment. Est-ce que ça, c'est vraiment le tournant du match? Alors, je sais pas si c'est le tournant, mais en tout cas, pour moi, c'est le premier clou dans le cercueil, cette action-là. Ouais. Je suis d'accord. Clairement. Alors, c'est difficile de trouver un vrai tournant, de toute façon, dans un match qui, alors certes, qui se termine avec seulement, ou quand même, 18 points d'écart, mais dont la note, faut le rappeler, aurait pu être beaucoup plus salée, puisqu'il y a une partie du quatrième quart-temps qui se passe avec l'équipe B de la défense. Robert Saleh Salah. Voilà. Il y a une partie du quatrième quart-temps qui se déroule avec l'équipe B de la défense de Philadelphie sur le terrain. Les 22 points, ils sont quand même là en très grande partie. Mais ce jeu-là, de cette action-là par Cooper de Jean dans le deuxième quart-temps, ça donne une avance de 17-0 aux Eagles. Et moi, je pense que c'est le premier clou dans le cercueil. C'est là où on commence tous à se dire
ça va être compliqué pour les Chiefs. Et il faut souligner que en plus, c'est une interception qui couronne une très belle séquence défensive parce que elle vient après 2 sacs consécutifs réalisés sur Patrick Mahomes. Et au passage, Cooper DeJean, non seulement c'était son anniversaire, oui, comme voilà, Saquon Barkley. Comme Saquon Barkley, et surtout, il est le 2e rookie de l'histoire à relancer une interception pour un touchdown lors d'un Super Bowl. Le précédent, c'était Reggie Phillips, un joueur des Bears lors du Super Bowl 20. 1986 contre les Patriots. Contre les Patriots. Exactement. Pour moi, effectivement, c'est difficile de mettre un tournant dans le match, mais je vais citer quand même les... Un grand philosophe, Yaya Eli Manning, doit être... Les 4 premiers drives des Chiefs qui, pendant les 4 premiers drives, ils ne font qu'une seule première tentative. Et je pense que après le premier drive, donc ils font la première tentative sur leur premier jeu. Après, c'est fini. C'est du punt et du punt. Je pense que déjà après le deuxième three and out, on se dit ouf, il se passe quelque chose. Et après le troisième, là, on se dit ah ouais, là il y a quelque chose. Et sur l'action d'après, effectivement, double sac et interception retournée pour pick 6. Ça fait beaucoup. Ça met vraiment un gros clou dans le cercueil, comme tu le dis, Seb. Et enfin, au retour du vestiaire, ça commence à marcher. Ils enclenchent la course. On se dit c'est bon, ça marche. Et boum, tout de suite après, pareil, ils se font un three and out. Et le deuxième clou dans le cercueil, pour moi, il est là. C'est dans le premier drive des Eagles, dans le troisième quart-temps. La défense des Chiefs est impériale. Les Eagles jouent une 3e et 25. Le jeu, ils n'arrivent pas à le compléter. Et il y a une faute personnelle après le jeu qui crée une première automatique. La balle aurait pu être retournée aux Chiefs dans une très bonne position. Et au final, les Chiefs iront jusqu'au field goal qui mettront une fin complète au suspense. Et là, il y a eu un gros coup de massue. D'ailleurs, on a vu Spaniolo complètement désabusé après ce fait de jeu. Et beaucoup de joueurs se regardaient en train de dire mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'était un coup qui ne servait à rien. Il y en a eu 2 de grosses fautes comme ça dans le match. Voilà, c'est pour moi le deuxième clou dans le cercueil. Ok. On continue, on enchaîne. Pour vous, les gars, Jalen Hurts, parce qu'on n'a pas encore prononcé son nom, ou très peu, Jalen Hurts MVP. Logique. Vous auriez vu quelqu'un d'autre? On a fait jouer au petit pronostic hier en milieu de 4e quart-temps et j'ai beaucoup aimé moi la proposition de Jean justement qui parlait de Cooper DeJean, même si on en a parlé, c'est très compliqué de ne pas mettre le QB dans une victoire à 40 points quand même. Ouais, c'est vrai que alors moi j'étais très fan de l'option Cooper DeJean également. Ça aurait pu être ça aurait pu être un défenseur. Ce qu'il y a, c'est que dans cette défense, en fait, il y a beaucoup de monde qui a été très bon. Et du coup, personne qui s'est vraiment détaché. Donc DeJean, on a parlé de son interception relancée pour un touchdown, mais tu as eu 2 sacs et demi de la part de Josh Sweat, tu as eu 2 sacs de la part de Milton Williams, il y a eu une interception par Zach Bourne, donc c'est difficile de faire ressortir un seul nom. Donc oui, Jalen Hurts, pourquoi ? Déjà, il bénéficie de la prime au quarterback, mais en plus, il fait un match très propre, 17 sur 22, 221 yards, 2 touchdowns, une interception qui au final n'aura pas grande importance, et il ajoute 11 courses, 72 yards et un touchdown au sol. Il bat le record du nombre de yards gagnés au sol par un quarterback qu'il avait lui-même établi, il était de 70, et surtout, il est le 2e quarterback à finir meilleur coureur du match, le précédent étant Jalen Hurts. Non, puisqu'il est le 2e, il ne se succède pas à lui-même. Ah. Eh bien, c'était Steve Young lors du Super Bowl 29. Voilà. 1995 15, 15, il me semble. 29. Oui, 95, ouais.
Ok. Et Steve Young, oui, qui était un grand joueur. Et depuis, les Niners n'ont plus gagné de Super Bowl. Voilà, ça c'était le petit tacle gratuit, le petit tacle gratuit derrière. Non, donc pour en revenir au sujet, pour moi, rien de contestable. On pouvait donner d'autres noms du côté des Eagles, hein, je les ai cités, mais pour moi, rien de contestable là-dessus. Et puis, Hurts, il a quand même pas eu une carrière si facile que ça, hein. Même à l'université, il avait été benché à une époque au bénéfice de Marcus Mariota. Et il se traîne un peu malgré lui une étiquette de quarterback random. Et ben, j'espère qu'il va s'en détacher parce que là, non seulement il a un titre, il remporte le titre également de meilleur joueur de la rencontre. Certains analystes vont peut-être commencer enfin à le prendre un peu plus au sérieux. Oui, mais tu sais, quand tu gagnes 2 fois le titre de MVP du Super Bowl, t'es même pas Hall of Famer. Alors bon. Hein. Donc, Vince. On remarquera l'absence de réaction à cette remarque. Hein. Des fois, ils vont mieux rien dire. Ouais, non. mais je vous invite à ne rien dire. Il y a besoin de rien dire derrière. Toi, Vince, Jalen Hurts. Effectivement, un peu comme Seb, c'est difficile de ne pas le donner quand on a une victoire à 40 points. Alors, 40 points, il y en a 33 qui viennent de l'attaque et un pick 6 de la défense. En fait, quand tu regardes pour récompenser quelqu'un de l'offense, c'est un peu pareil. Saquon Barkley fait un match complet, mais au niveau des stats, il n'y a rien de gros éblouissant. Il lui manque un big play à Saquon Barkley. Le big play que l'on attendait tous dans le troisième quart-temps. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'en a pas eu besoin. Clairement, voilà. Ils n'en ont pas eu besoin. Un big play, un touchdown, il pouvait remporter le titre de meilleur joueur. Voilà, c'est ça. Mais on l'avait dit que c'était une des clés du match, que souvent il faisait ce type de prestation et que c'est le big play, la course de 20-25 yards qui regonflait les stats, quoi, tu vois. On en parlait en plus en live hier, on a dit, on l'attendait dans le troisième quart, mais dans le troisième quart, il y avait déjà 30-0. Bon. Donc en fait, pas besoin. Mais pas besoin. Non, Jalen Hurts, au final, logique, parce que grosse domination, et puis la gestion la gestion du chronomètre, la gestion du match, la gestion des choix qu'il a fait, tout était parfait. Le seul moment un peu problématique pour lui, c'est quand il a envoyé son interception qui n'a pas au final été si dramatique que ça, mais il faut bien voir aussi qu'il se prend un bulldozer dans la tête, arrivé pleine balle, avec un oubli de bloc de la part de son centre. Alors c'est un blitz qui arrive à contretemps, donc c'est normal qu'il n'y ait pas la lecture du bloc, mais alors, celui-là il fait mal, cette interception elle est vraiment mal lancée. À part ça, le match est quand même solide. Il prend ses responsabilités à la course, à la passe, mobile dans sa poche. Donc non, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors comme l'a dit Seb, est-ce que Vince, on réhabilite Jalen Hurts ? Mais pour moi, je l'ai jamais. Non, mais je te parle pour l'ensemble de la communauté. Oui, alors oui, parce qu'il mérite quand même quelque chose. Il mérite quand même qu'on s'attarde un peu sur sa carrière, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il apporte quand même à la franchise des Eagles. Il y a qu'à voir, hein, si on le remplace par Kenny Pickett en début de match, est-ce que vous pensez que le score est le même ? Je pense pas. Donc, je suis quasiment sûr que c'est pas du tout pareil. Donc, oui, c'est un quarterback qui apporte beaucoup. Il a pris beaucoup de pression médiatique du match sur ses épaules également pour décharger ses receveurs. C'est un leader. Je vais faire un parallèle avec Patrick Mahomes qui, pour moi, on l'avait souvent dit, moi je l'attendais beaucoup en termes de leadership, Patrick Mahomes. J'ai beaucoup aimé ses déclarations d'après-match hier, où il dit « c'est ma faute, j'aurais dû faire mieux ». Je ne pensais pas, franchement, je ne pensais pas que Mahomes réagirait comme ça. J'ai été très surpris et pour moi, il a gagné un crédit en faisant ça. Voilà. Maintenant, pour revenir sur Jalen Hurts, je pense que tout au long de sa saison, ça a été quand même assez costaud. Il est très bien aidé par un jeu au sol vraiment bien posé de la part des Eagles et des receveurs quand même élites à côté de lui qui lui permettent d'envoyer des bons ballons et d'être bien démarqué.
T'en parlais rapidement, pour commencer à aller doucement vers la conclusion. Seb, toi, nous on en parlait en off avec Vince. Est-ce que c'est Patrick Mahomes qui prend le blâme pour lui? Est-ce que c'est vraiment lui le fautif sur le match? Non, 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 parce que tu as clairement toute l'équipe qui passe à côté du match. Tu n'as pas un secteur qui surnage. Ils se sont fait surclasser dans tous les secteurs du jeu. En revanche, en effet, qu'ils prennent le blâme après en conférence de presse, c'est un signe de maturité, mais ça, on n'avait aucun doute à ce sujet sur Patrick Mahomes. Ce serait quand même malheureux qu'au point où il en est de sa carrière, ce soit un joueur qui manque de maturité, mais c'est aussi une preuve de leadership, hein, comme le disait Vince. Non, il n'est pas le seul responsable de la faillite, il est un responsable parmi d'autres, mais comme tout, et je pense que les responsables, ils étaient aussi sur la touche, hein. Ils n'étaient pas que sur le terrain, parce que tu as quand même un coaching staff qu'on a passé notre temps à louer pendant toute la saison, qui n'a pas su s'adapter et qui n'a pas fait montre de la moindre réaction, même pas un sursaut d'orgueil, en fait, parce que on ne va pas parler des points dans le 4e quart-temps dans le garbage time comme un sursaut d'orgueil. Les responsabilités, elles sont à chercher, elles se trouvent même partout dans ce club sur ce match qui gâche une saison et puis qui gâche aussi un rendez-vous avec l'histoire pour les Chiefs de Kansas City. Moi, j'ai une question, Vince. Est-ce que, et on va certainement conclure par ça, est-ce que du coup, tu vois les Eagles continuer à surfer sur cette dynamique, premièrement? Deuxièmement, les Chiefs être la fin de l'hégémonie? Alors, tu vas me dire, oui, dans leur division, que les Broncos vont les détrôner, mais voilà. Alors, déjà pour répondre à ta première question, les Eagles, est-ce qu'ils peuvent continuer sur leur lancée? Il va falloir voir. On sait à quel point c'est difficile de faire un back-to-back au Super Bowl, déjà en apparition. Alors, en le gagnant, c'est encore autre chose. C'est pour ça que hier, les Chiefs étaient à 2 doigts d'écrire l'histoire en gagnant ce match, et ça aurait été une performance vraiment historique. C'est hyper difficile de faire 2 Super Bowls d'affilée. En faire 3, c'est compliqué. Et les gagner les 3, c'est encore plus dur. Donc, bien malin pourra prédire la saison prochaine. J'attends de voir un peu comment va se passer l'off-season de la part des Eagles. Mais en tout cas, ils ont des bases solides pour la saison prochaine. On parlait de Jalen Hurts et de la réhabilitation de Jalen Hurts. Est-ce qu'on va réhabiliter Nick Sirianni aussi? Là, je pense que aussi, avec le match qu'il a fait, va falloir aussi ne plus manquer de respect à ce coach-là. Je sais qu'il a des détracteurs qui s'acharneront continuellement sur lui, et c'est normal. Mais hier, il a fait une leçon de football à Andy Reid, et c'est à noter. Du côté des Chiefs, j'irai pas jusqu'à dire que les Broncos auront la même mise sur la division. La division des Chiefs, Broncos et Chargers et des Raiders, mais bon, ces 3 premières équipes sont vouées à être en progrès pour l'année prochaine, je pense. Alors, les Chiefs en progrès, moins, mais on va dire que les 3 équipes-là sont vouées à jouer, en tout cas les playoffs l'année prochaine. Alors, j'attends de voir les off-seasons encore des Chargers et des Broncos, mais en fonction de ce qu'ils ont montré cette année, c'est ce qu'on va attendre l'année prochaine. Il va falloir se poser comment on va rebondir après une telle débâcle. On a parlé du leadership de Patrick Mahomes. On n'a absolument pas entendu Travis Kelce hier. Aucune déclaration, ou en tout cas de grosses déclarations dans la presse. Je ne l'ai pas entendu, moi, se remettre en cause, se poser les bonnes questions. C'est une grosse différence entre les deux. Est-ce que ça veut dire aussi que pour Kelce, il se pose vraiment des questions sur son avenir? J'attends de voir ce que va donner cette franchise et comment elle va pouvoir rebondir là-dessus. Mais il va falloir des changements, il va falloir se poser des questions. Et au final, on se rend compte que la dynastie, elle n'est pas finie.
clairement. Ils ont beaucoup de talent, ils ont encore beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fini numéro 1 de la saison régulière. Maintenant, il va falloir quand même se retravailler, retrousser les manches et y retourner. Ok. Toi, Seb ? Alors, comme je suis quelqu'un de parfaitement logique, je vais commencer par ta deuxième question. Est-ce que c'est la fin de l'hégémonie de Kansas City ? Non. Est-ce que le fait d'avoir manqué ce rendez-vous avec l'histoire en ne gagnant pas cette troisième finale de suite va laisser des traces ? Peut-être. Est-ce qu'il faut se remettre en question ? Oui. C'est important, surtout au vu de la physionomie du match d'hier soir, et notamment parce que, comme le soulignait Vincent, dans leur division, il y a 2 équipes qui montent doucement, mais sûrement, en puissance. Du côté de Philadelphie, est-ce que ça annonce quelque chose pour l'avenir ? Je ne sais pas. Je ne suis pas Madame Irma. D'une saison à l'autre, beaucoup de choses peuvent changer. Néanmoins, au-delà des Eagles, il y a un point, moi, qui me paraît important, qui va être très intéressant à suivre dans les années à venir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au retour de la domination des running backs ? Parce que les Eagles, quoi qu'on en dise, n'auraient pas réussi l'exploit accompli hier soir sans Saquon Barkley. Et souvenez-vous, en début de saison, et moi-même c'est un propos que j'ai tenu, je disais que proposer 14 millions de dollars, même un peu plus, à un running back qui était déjà qui allait attaquer sa 6e saison, c'était peut-être un peu cher payé. Ça n'a pas été le cas. Et est-ce que l'exemple qu'ils ont donné, on ne va pas revenir à des clubs qui vont à nouveau chercher ce qu'on appelle leur featured back, c'est-à-dire leur cheval de travail, le running back capable de porter le ballon 20, 25, 30 fois dans un match et qui va faire le métier. Est-ce qu'on ne va pas commencer à assister doucement au déclin des comités de running back, et est-ce que la valeur des running backs sur le marché des free agents ne va pas soudainement monter ? C'est quelque chose que je suis très curieux de voir pour les saisons à venir. Ok. Oui, c'est vrai que le running back va peut-être avoir une cote à la hausse. Et on va pouvoir le suivre donc tout au long de la off-season. Et on va conclure là-dessus donc notre podcast. Juste un petit mot pour résumer la saison, chacun. Allez-y, ou au moins, ou le Super Bowl, ou comme vous voulez. Mais qu'est-ce que vous diriez sur cette saison qui s'est conclue hier soir ? Alors, j'ai dit un mot, voilà, non, ça y est, merci. Il n'y aura pas qu'un mot. Moi, il y a eu quand même quelques surprises dans la saison régulière. On va parler des Cowboys, des Niners qui ont vachement déçu. Il y a eu quelques bonnes surprises, les Broncos, les Vikings, pour ne citer qu'on voyait vraiment dans le bottom 5 et qui ont vraiment performé. Par contre, arrivé une fois les playoffs, très peu d'upsets, si ce n'est Washington, qui a fait une très très belle saison et qui mérite aussi son nom là-dessus. Et un Super Bowl qui restera dans les mémoires de par la déroute qu'on a vue, mais qui en termes qui était un peu déceptif parce que pas assez accroché pour moi. Ok, si je devais résumer la saison à un mot, plutôt à une locution, ce serait contre-courant, parce qu'on a un vainqueur qui est un petit peu passé sous les radars de tout le monde, malgré l'excellence de son parcours toute la saison. Il est passé sous les radars de tout le monde. Pourquoi ? Parce que nous autres observateurs, on avait l'attention attirée ailleurs. On a eu l'attention attirée, ne serait-ce que dans la NFC Est, par la débâcle des Cowboys et la montée en puissance de Washington, dans la NFC Nord, par Détroit, par les Lions. Est-ce qu'ils allaient confirmer les bonnes dispositions de la saison dernière ? Détroit, Vikings, Packers, le triptyque là qu'on a beaucoup suivi. Voilà, une NFC Nord avec ce triptyque qui a là aussi réclamé beaucoup de notre temps de cerveau. Et les Eagles, finalement, on en faisait peu de cas. On en a peu parlé, alors qu'il faut le rappeler, c'est une équipe qui, après sa bye week, en week 4, n'a connu par la suite la défaite qu'une seule fois dans toute la saison régulière, et on a commencé à les prendre au sérieux.
qu'à l'orée des playoffs, et encore, toujours en les voyant comme des outsiders, tellement nous étions persuadés, pour la plupart d'entre nous, que Détroit était l'élu de la NFC pour la saison qui vient de s'écouler. Eh bien, c'était pas le cas. C'est bien la preuve que la NFL est imprévisible. Si Kansas City était bien sûr la valeur sûre de l'AFC, la NFC était, elle, beaucoup plus ouverte. Ok, mais c'est ainsi que nous allons conclure. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de The Playoffs. Alors oui, il y a vous deux, mais il y a surtout notre chef adoré, notre sous-chef adoré, Flav, qui a mené de main de maître toute la saison. Également Jean et Raph qui ont présenté les lives, qui ont commenté beaucoup de lives, notamment avec toi Vince. Merci à tous de votre implication, l'ensemble de la rédaction vous remercie, mais surtout vous, les auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, qui nous témoignez des marques d'affection. On sera là pendant toute la off-season, alors en mode un podcast par semaine, donc les jeudis matins qui sortiront, on continuera à être là pour parler de toute l'actualité, mais également la D1 Elite qui sera tous les mardis matins, qui sera votre dose pour suivre ce magnifique championnat, et également le retour de l'ELF autour des Paris Musketeers qui va reprendre bientôt et qu'on a déjà hâte de suivre, et on espère vous retrouver sur les bords des terrains pendant tout l'été, le printemps et l'été. Donc au nom de tous The Playoffs, merci à tous de nous avoir suivis. La saison 2024-2025 est finie. Eh bien, on ouvre dès la semaine prochaine la saison 2025-2026. Et d'ici là, passez une bonne journée si vous nous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Merci à tous et à très vite sur les antennes de The Playoffs. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, bye.